Bonjour, on va prendre un peu de micro. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Il est 17h31, nous avons une petite minute de retard. Vous êtes en direct et merci d'être avec nous en streaming sur la page de la MRN. Je rappelle l'adresse du site internet www.mrn.asso.fr. Si vous avez la possibilité de vous connecter, voilà, dans quelques instants, nous allons pouvoir démarrer pour ce formidable anniversaire des 20 ans de la mission des risques naturels. On en parlera tout à l'heure avec nos speakers. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Une information intéressante, les amis qui nous écoutez. Si vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire sur le chat de la homepage de la MRN des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Si on n'a pas la possibilité de vous y répondre en direct, ne vous inquiétez pas. Dans les jours qui suivront, vous aurez chacun une réponse individuelle. Je rappelle également que si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter en direct et d'assister à cette conférence importante, vous aurez accès au replay en podcast ou en vidéocast accessible sur la homepage de la MRN. Alors je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes ensemble pour 1 heure pour fêter dignement les 20 années effectivement de la mission des risques naturels, mais aussi, et on va faire du 2 en 1, de célébrer un prix, un trophée, les trophées qui ont été co-construits par 3 acteurs dont on parlera tout à l'heure. C'est les trophées des bâtiments résilients. Moi, j'aime beaucoup le terme de bâtiments résilients parce qu'effectivement, tout est dit dans la dénomination. Et pour paraphraser notre cher président de la République, il n'y a pas de planète B. Et donc, l'urgence climatique, les efforts que la construction mène actuellement pour essayer effectivement d'atteindre ce niveau de résilience en termes d'émissions de carbone, que je rappelle quand même que le bâtiment, c'est le 2e émetteur mondial de carbone après l'industrie automobile. Donc, inutile de vous dire, les amis, que la mobilité et effectivement la construction a un rôle majeur dans ce cadre-là. Voilà, merci. Venez avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, Florence Lussmann, bonjour. Je vais vous demander de rejoindre le pupitre. Merci d'être avec nous. Il est 17h33. Nous allons pouvoir démarrer cette formidable initiative. Et merci d'ailleurs aux organisateurs de m'avoir permis d'animer cette session. Je rappelle que je dirige un groupe d'édition thématique qui rassemble environ 22 millions de téléchargements sur l'immobilier et la construction. Merci en tout cas de m'avoir laissé la possibilité d'animer cet anniversaire, les 20 ans de la mission des risques naturels, mais aussi première édition des trophées des bâtiments résilients. Merci d'être avec nous, Florence Lussmann. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Merci Moi, d'être avec nous. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes président de la Fédération française de l'assurance et je vais vous laisser le discours d'introduction. C'est à vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honorée d'ouvrir aujourd'hui cette cérémonie, cette manifestation pour les 20 ans de la mission Risques naturels. Alors certes, nous la faisons dans des conditions un peu particulière compte tenu des contraintes sanitaires. Néanmoins, je suis extrêmement heureuse que nous ayons pu maintenir cette manifestation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la MRN a 20 ans. Elle a été lancée en 2000 par la FFSA et le GEMA à l'époque, après les grandes tempêtes de 99. Et cette MRN, elle a beaucoup contribué à faire progresser la connaissance du risque de catastrophes naturelles. Donc ce que je voudrais dans cette introduction, c'est revenir brièvement, je vous rassure, sur les 20 ans passés de la MRN et puis ouvrir aussi quelques pistes pour l'avenir parce que à 20 ans, on a plein de projets, on est dynamique et la MRN, par exemple, va lancer toute une série d'initiatives dès cette année et dès les prochains mois. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Pierre Lacoste et Sarah Gérin le feront mieux que moi dans quelques minutes. Je voudrais quand même dire et faire un lien très direct, puisqu'il y a à peine quelques jours, j'étais dans les Alpes-Maritimes avec le président de la République pour constater les dégâts causés par la tempête Alex. Je vous avoue que j'ai été assez bouleversée par ce que j'ai vu, par la violence des inondations, évidemment, mais aussi par ses conséquences humaines. J'ai vu des maisons rasées, ou plutôt je ne les ai pas vues. J'ai vu des trous, puisque les maisons ont été tout simplement emportées par les flots. J'ai vu des ponts emportés aussi, des trous, des cimetières détruits, des habitants absolument traumatisés.
Et pour autant, si on regarde brutalement les chiffres en termes de dommages assurés, un sinistre qui va coûter un peu plus de 210 millions, mais on a eu beaucoup plus grave que cela dans les années passées, malheureusement. Des épisodes méditerranéens qui sont de plus en plus fréquents, mais quand on est sur place, eh bien, cette violence, ce ressenti de la violence est tout à fait exceptionnel. Alors nous, assureurs, eh bien, on sait qu'avec l'évolution du climat, et j'oserais dire avec le réchauffement climatique, ces événements qu'on espérait totalement exceptionnels, eh bien, ne le sont plus. Et on sait qu'il va falloir s'habituer, il faut s'habituer à ces tempêtes qui sont liées au réchauffement de nos océans. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on en a pris conscience il y a très longtemps, nous, assureurs. Alors, évidemment, on a un indicateur assez brutal, c'est le coût des sinistres dits naturels. Ces 40 dernières années, le coût moyen annuel des sinistres naturels en France a été multiplié par 3. Et malheureusement, nous anticipons que cela va continuer à se poursuivre dans les années qui viennent. Donc c'est loin d'être fini. Et puis même si ce n'est pas strictement l'enjeu de la MRN, hein, qui a déjà un scope extrêmement large, mais je voudrais rappeler l'énorme enjeu sociétal qui est posé par le réchauffement climatique. En effet, les conséquences du réchauffement climatique sont multiples. Le Global Risk Report 2020 du World Economic Forum a rappelé l'an dernier que le réchauffement aura aussi un impact très négatif sur la biodiversité, sur la compétition pour l'eau et bien sûr sur les épidémies. Comment l'ignorer en cette période de Covid-19 ? Et tout ça, ce sont des sujets qui touchent aussi les assureurs au même titre que les catastrophes naturelles. Donc, n'oublions pas que quand on investit dans la MRN, quand on investit dans la connaissance et pour aider à la maîtrise de ces risques, en fait, on aide par ailleurs toute une série d'autres risques qui sont finalement, en partie peut-être, mais qui sont en tout cas des conséquences de ces évolutions climatiques. Et c'est vraiment en cela que la MRN est une initiative absolument cruciale. Alors, dès sa création, elle a joué un rôle très important d'interface technique entre les assureurs et toutes les parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics nationaux ou territoriaux, les associations, les organisations internationales, l'enseignement, la recherche. Et cet échange est très très important parce que, évidemment, seul, on n'arrivera pas à juguler cet enjeu absolument monstrueux qui est devant nous, qui est l'enjeu climatique. La MRN a également été précurseur sur l'utilisation des technologies, en proposant dès les années 2000 une plateforme extranet de géoservices au service des entreprises d'assurance. Et les travaux lancés plus récemment montrent que la MRN est à la pointe de la technologie pour aider, encore une fois, toutes les parties prenantes qui s'intéressent à ces risques climatiques. Je pense en particulier à l'actualisation de la carte de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles. Je pense également à la constitution d'un observatoire de l'endommagement du bâti. Je pense à l'étude de solutions pour améliorer la réparation des bâtiments. Et enfin, au lancement d'un concours qui vise à valoriser les bâtiments qui sont conçus de manière résiliente. C'est également avec la MRN que nous, FFA, avons créé un réseau de coordinateurs risques naturels. Ils sont aujourd'hui plus de 200 sur le territoire. Et ça nous permet d'être représentés dans les instances départementales de gestion des risques. Ça nous permet aussi d'être rapidement informés quand il y a un sinistre et puis de faire un suivi de tous les sinistres liés à ces phénomènes naturels. C'est aussi avec la MRN que nous avons réfléchi et pu faire des propositions concrètes d'amélioration du régime des catastrophes naturelles. Alors je rappelle qu'il faut se réjouir et s'enorgueillir du fait que nous ayons dans notre pays un régime CatNat. Ceci dit, à faire les retours d'expérience malheureusement après toutes les catastrophes naturelles, nous savons bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui reviennent catastrophe après catastrophe, et qu'il faudrait véritablement traiter à l'intérieur de ce régime, raison pour laquelle nous faisons donc un certain nombre de propositions pour son évolution. Alors, l'AMRN a largement prouvé son utilité, comme je
Vous le voyez, je crois qu'ici, entre ceux qui sont dans cette salle et tous ceux qui sont plus virtuellement avec nous, je prêche des convaincus. Néanmoins, c'est toujours important de faire savoir au reste du monde, au reste de la France, ce que nous faisons pour aider à maîtriser ce risque climatique qui est absolument terrible, encore une fois. Et c'est dans cet esprit donc, que nous lançons, MRN et FFA, un nouveau rendez-vous mensuel, le 10 de chaque mois, qui commencera le 10 novembre et qui s'intitule « Les minutes de l'innovation CatNat et climatique ». Et ainsi, chaque mois, vous pourrez découvrir les entreprises d'assurance qui investissent dans des technologies innovantes, que ce soit des plateformes dynamiques pour mieux comprendre l'exposition des biens assurés aux aléas naturels, que ce soit des outils de prévention des phénomènes climatiques en temps réel, des évolutions de réparation plus résilientes après des événements naturels. Nous avons lancé également les trophées bâtiments résilients, que vous allez voir tout à l'heure, et qui sont, je crois, un bel exemple des initiatives partenariales que nous pouvons lancer, puisque tout ça est co-organisé avec l'Agence Qualité Construction et Construction 21, avec le ministère de la Transition écologique solidaire, avec l'Observatoire de l'immobilier durable, mais aussi avec des médias spécialisés tels que Actu Environnement, Bâti Radio, Radio Imo et Radio Territoria. Donc en cela, vous voyez que je crois que les assureurs et l'AMRN sont très clairement au rendez-vous des enjeux climatiques. Ceci étant, nous ne pouvons pas faire face tout seuls, et c'est la raison pour laquelle nous demandons au pouvoir public de continuer leurs efforts, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord en mettant en place des normes adaptées à la construction et à la rénovation des bâtiments, en généralisant sur tout le territoire des plans de prévention des risques qui soient efficaces, en assurant aussi un vrai contrôle du bâti exposé et de toutes les obligations qui existent d'ores et déjà aujourd'hui et dont on sait bien, malheureusement, qu'elles ne sont pas toujours respectées partout. Il faut également que les pouvoirs publics nous aident à mettre en place une politique de prévention et de culture du risque. Nous avons fait des propositions très concrètes, comme le fait de lancer en France des journées japonaises, des journées donc, qui permettent de rassembler toutes les personnes concernées sur un territoire en cas de catastrophe majeure et de voir comment est-ce qu'on devrait réagir si un événement catastrophique se produit. Et puis, il faut également que les pouvoirs publics nous donnent un accès le plus large possible aux données des risques. Ce point est absolument crucial. Nous sommes les grands utilisateurs de la donnée, les premiers data miners, historiquement, siècle dernier, c'était les actuaires des compagnies d'assurance. Donc nous ne pouvons pas travailler sans avoir accès aux données. Nous partageons d'ailleurs très très largement toutes les données que nous avons collectées au sein de la MRN, mais en revanche, en contrepartie, nous voulons avoir accès aux données sur les zones d'inondation potentielles, aux données sur les bâtiments et leurs dates de construction, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, je crois qu'on peut dresser aujourd'hui un bilan extrêmement positif des 20 premières années de la MRN. Je tiens encore à féliciter ces équipes pour le travail accompli. Je remercie tout particulièrement Guillaume Rosenwald et Roland Nussbaum qui se sont tant investis ces 20 dernières années à la tête de la MRN. Et puis bien sûr également Pierre Lacoste et Sarah Gérin qui ont aujourd'hui la charge de continuer à développer l'association. Nous sommes passés finalement d'un siècle où l'homme pensait avoir dominé la nature à un siècle où nous prenons conscience que nous devons composer avec elle. Et à ce titre, les organisations comme la MRN, qui sont là pour comprendre, analyser, innover, échanger de l'information, sont essentielles et méritent toute notre attention et tout notre soutien. Joyeux anniversaire et merci. Merci beaucoup, Florence Lussmann, d'avoir ouvert dignement ces 20 années. Je rappelle effectivement que la MRN était précurseur à l'époque lorsqu'elle a créé ce service extraordinaire au service et finalement de ses connaissances. Je voudrais paraphraser ce que vous dites sur un point, c'est la mise en relief finalement de la fragilité de la condition humaine à la lumière des événements que nous avons vus. Ce que vous dites est tellement juste finalement
du coup, elle met en relief toutes les actions concertées, solidaires. Vous avez aussi fait allusion à ce qu'on pourrait appeler l'or noir du XXIe siècle, la data, la donnée. Mais une donnée ne sert qu'à être utilisée dans le bon sens du terme pour effectivement prévenir tous ces événements. Merci à vous, Madame la Présidente. Je sais que vous avez beaucoup à faire. On vous laisse rejoindre, je crois, un conseil d'administration du MEDEF d'ailleurs. Merci à vous. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Effectivement, je rappelle, en streaming sur la page de la MRN, je rappelle à toutes fins utiles www.mrn.asso.fr directement, et encore une fois, le replay sera disponible. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le président de la MRN, Pierre Lacoste, que j'invite à nous rejoindre au pupitre. Je rappelle, Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis septembre 2015 président de la mission des risques naturels, la MRN, mais en outre, vous êtes aussi directeur réassurance chez Groupama. Vous avez aussi une formation d'actuaire, donc inutile de vous poser la question. Les données, c'est aussi votre... et les chiffres, c'est aussi votre truc. Donc, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci. Nous avons tenu à mentionner les 20 ans de la MRN malgré les circonstances d'une crise sans précédent, avec 3 temps forts. Le premier temps fort, aujourd'hui, cette conférence en ligne, et merci de vous être connectés, est la remise du prix des trophées bâtiments résilients. Un deuxième temps fort, avec ce lancement des minutes de l'innovation, CatNat et climatique. Comme vous l'a indiqué Florence Lutzmann, ce sera important, chaque 10 du mois, vous pourrez découvrir une vidéo mettant à l'honneur une innovation portée par un assureur et ses partenaires. Et troisième temps fort, parce que nous restons résolument optimistes, nous espérons bien pouvoir nous retrouver en présentiel dans une conférence débat dans un an pour regrouper l'ensemble des sujets que nous avons abordés. Ces 3 temps forts des 20 ans de la MRN sont placés clairement sous les thématiques de l'innovation, la prévention et les risques naturels. Autant de thématiques qui sont dans les gènes de la MRN, portées par toutes les équipes successives. Et j'aimerais également, à mon tour, mentionner notamment mon prédécesseur, Guillaume Rosenwald, et Roland Nussbaum, que tout le monde connaît bien. La MRN, aujourd'hui, c'est une équipe dynamique de 7 personnes, conduite par Sarah Gérin, sa directrice, qui est présente depuis plus de 8 ans au sein de la MRN. Elle conduit avec brio la captation des dernières innovations avec l'encadrement de tests chiffres, des partenariats nombreux dans l'écosystème des risques naturels, comme la volonté importante pour nous de délivrer des outils concrets, non seulement au service des assureurs, mais plus largement de tous ceux qu'on appelle les stakeholders des risques naturels. Ceci pour plus de prévention, une meilleure maîtrise et donc une meilleure connaissance de ces risques. Dans l'équipe, Éric Petitpas, son conseiller ingénieur, et sa connaissance précieuse de l'assurance construction. Et last but not least, 5 jeunes soucieux d'innover. On a mentionné d'ores et déjà l'innovation dans leur domaine respectif, qu'il s'agisse des outils de data visualisation, de data science, de géosciences, de la résilience du bâtiment ou encore des nouveaux outils de communication. Pour en revenir à la remise des prix de ce jour, le sujet des bâtiments résilients aux risques naturels est véritablement un enjeu essentiel pour le secteur de l'assurance, qui mesure chaque jour les conséquences de constructions souvent inadaptées dans lesquelles vivent les assurés. Nous avions d'ailleurs déjà consacré, il y a 3 ans, en septembre 2017, ici même, à la FFA, une journée sur le thème du faire mieux et reconstruire mieux, le Build Back Better, qui est important. Sur le même sujet de la résilience, nous avons publié plusieurs lettres MRN à laquelle je vous renvoie, et notamment celle de février 2019 qui mettait au regard des aléas naturels l'adaptation, ou plutôt l'inadéquation, du bâtiment
tel qu'on peut l'observer. Comme ça vient d'être mentionné, ce sujet est d'actualité, s'il en est. Il y a bien évidemment les événements catastrophes, comme la tempête Alex et la destruction de nombreux bâtiments, pour lesquels se pose plus largement la question de l'aménagement du territoire et de son urbanisation. Mais il y a peut-être plus encore le sujet de nombreux événements de fréquence qui, bien qu'usuels, sont à l'origine d'importants dommages sur le bâti. L'analyse de ces dommages, suite à des événements naturels, démontre bien qu'ils sont trop souvent imputables à un défaut d'adaptation du bâtiment et non pas à la seule intensité des phénomènes naturels. C'est pourquoi, à travers ces trophées dont ils ont l'initiative, les assureurs souhaitent faire prendre conscience de l'intérêt de mettre en accord les qualités attendues d'un bâtiment avec les aléas naturels auxquels il sera confronté tout au long de son cycle de vie. Avant tout travaux neufs ou de rénovation, il semble bien élémentaire de faire l'inventaire de l'exposition aux différents aléas naturels, qu'ils soient d'ailleurs réglementés ou non, puis d'intégrer dans sa conception jusqu'à l'acte final de sa réalisation les contraintes et les opportunités générées par la prise en compte de ces aléas. Malheureusement, ce type de démarche est encore trop rarement effectué. Il permettrait pourtant une vie durable pour l'ouvrage, qui plus est à un coût global mieux maîtrisé. En conséquence, ces trophées bâtiments résilients viennent démontrer qu'il est possible de concevoir la performance d'un bâtiment en s'assurant de la robustesse de son bien. La réalisation de ce concours n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, des partenaires de la mission Risques Naturels, que nous tenons à remercier bien évidemment. L'agence qualité construction comme Construction 21. Nous connaissions d'ores et déjà leurs intérêts pour ces questions de résilience et nous avons bien identifié leur capacité à diffuser des informations auprès de l'ensemble des professionnels et à partager avec le plus grand nombre des bonnes pratiques de la construction durable. Également, la réalisation de ce concours n'aurait pas été possible sans le soutien de la Fédération française de l'assurance qui nous accueille et héberge et du ministère de la Transition écologique et solidaire qui nous feront l'honneur de remettre les prix aux lauréats. La MRN remercie également Cercal et nos partenaires médias. Il est effectivement essentiel de diffuser et de partager cette information. Enfin, je ne terminerai pas mon propos sans rappeler un lancement qui me tient particulièrement à cœur comme président de la MRN, à savoir ces nouveaux rendez-vous lancés par la FFA et la MRN chaque 10 du mois, ces minutes de l'innovation, CatNat et climatique. Vous découvrirez de nouvelles applications proposées par les assureurs et leurs partenaires. Alors, le 10 novembre, une date à inscrire dans vos agendas. Sans plus attendre, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Lacoste. Je rappelle que vous êtes le président de la MRN, directeur réassurance chez Groupama. Mais je rappelle aussi, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, que vous avez plus de 30 ans d'expérience dans ce qui touche les aspects climatiques. Et effectivement, vous l'avez mis en relief, c'est à la lumière de ce qu'a expliqué Florence Lussmann, l'urgence climatique, ce n'est pas un vœu pieux. Je crois qu'on a atteint une masse critique dans l'opinion qui nous fait percevoir concrètement les effets des urgences climatiques. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Alors, on va enchaîner tout de suite, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Alors, vous savez, le trophée des bâtiments résilients, c'est aussi la capacité qu'ont les constructeurs, les promoteurs, les aménageurs sur la chaîne du bâti. Aujourd'hui, on raisonne plus exactement comme un ensemblier urbain. Et en fait, la fabrique de la ville a des relais multiples, et donc on est tous garants finalement de cet équilibre. La réduction de l'empreinte carbone, ce n'est pas un vœu pieux, encore une fois.
je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, l'industrie immobilière du bâtiment, c'est 40% des émissions de carbone en moyenne. C'est une des plus fortes émissions de carbone au monde après le transport. Donc forcément, ça implique des modifications extrêmement importantes. Et donc moi, je suis ravi d'animer cette table ronde, mais aussi cet anniversaire, puisque tout est lié, bien évidemment. Alors, je voudrais qu'on voit, je sais qu'il n'est pas avec nous, il n'a pas pu être avec nous, Christian Brodag, un professeur émérite à l'École des mines de Saint-Étienne, qui est fondateur, le cofondateur de Construction 21. Je rappelle simplement, cher public, que Construction 21 est installé dans 11 pays d'Europe. C'est un média social, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas un réseau social, c'est un média social autour de la chaîne du bâti de la construction avec lequel notre groupe Web Radio Audition à travers Territoria, Bâti Radio et Radio Imo collabore depuis quelques années. C'est Christian Brodag qui est avec nous et il nous a enregistré, on va le diffuser tout de suite, une vidéo pour justement parler des trophées des bâtiments résilients, dont il est d'ailleurs le président du jury pour cette première édition. Je vous propose qu'on l'écoute. La gestion des risques, et plus particulièrement ceux liés au changement climatique, se pose à tous les pays. L'objectif de développement durable numéro 11 de l'agenda 2030, le programme mondial de développement durable à l'horizon de 2030, vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, résilients et durables, notamment à travers des politiques et des plans d'action intégrés d'adaptation au changement climatique et à la résilience face aux catastrophes. Le bâti est une des composantes de cette résilience, les techniques constructives des bâtiments devant permettre de faire face aux risques spécifiques du territoire. C'est à cette question que répondent les trophées bâtiments résilients qui visent d'une part à mettre en lumière des bâtiments exemplaires conçus pour s'adapter aux événements naturels et climatiques, sensibiliser le secteur de la construction à la nécessité de concevoir des bâtiments pouvant s'adapter aux risques auxquels ils sont exposés, et enfin inspirer les professionnels et les acteurs de la construction pour leurs futurs projets. Alors comment ces trophées ont-ils été organisés ? Les candidats avaient le choix entre 3 catégories, habitat individuel, habitat collectif et tertiaire. Une grille d'évaluation pré-remplie à partir des éléments communiqués par les candidats a été proposée au jury en amont de la réunion pour permettre l'analyse. Les membres du jury ont pu ainsi attribuer une note au bâtiment pour chacun des 4 critères suivants. Le caractère résilient, c'est-à-dire que le projet et ses performances prennent en compte dans leur conception les aléas naturels et climatiques auxquels le bâtiment est exposé. Permettent-ils ou ont-ils permis de protéger et de mieux faire face à ces aléas ? C'est-à-dire, les bâtiments ont-ils été conçus pour être résilients et pour faire face à un ou plusieurs aléas naturels et climatiques auxquels ils sont exposés ? Inondations, canicules, sécheresses, séismes, mouvements de terrain, avalanches, feux de forêt, cyclones, tempêtes, grêles. Il y a une variété de risques, évidemment. La reproductibilité. Le projet et ses performances sont-ils reproductibles ailleurs, tant au niveau du process que de la technologie ? Ce projet ouvre-t-il la voie à de nouvelles tendances ou de nouvelles façons de construire ? Le coût. Comment se situe le niveau du coût du projet par rapport au coût standard du marché pour cette catégorie d'ouvrages ? Et enfin, dernier point, l'innovation. Un des éléments du projet, que ce soit une solution, l'approche globale ou une combinaison des solutions, est-il vraiment nouveau et innovant ? Alors pour cela, 5 types de prix ont été envisagés. 3 portent sur les 3 catégories, c'est-à-dire 1. Le prix de l'habitat individuel. Cette catégorie récompense un bâtiment résidentiel de type maison individuelle ou habitation individuelle, situé dans un lotissement collectif ou en bande, ayant une approche exemplaire en matière de résilience face aux aléas naturels et climatiques. Deuxième prix, le prix de l'habitat collectif. Cette catégorie récompense un bâtiment résidentiel collectif, y compris EHPAD, résidence étudiante, foyer de jeunes travailleurs, copropriété, ayant une approche exemplaire dans la prise en compte des aléas naturels et climatiques dans sa conception. Le prix des bâtiments tertiaires et industriels, cette catégorie récompense un bâtiment tertiaire, bureaux, commerce, éducation, culturel ou industriel, ayant une approche exemplaire dans la prise en compte des aléas naturels et climatiques dans sa conception. Enfin, 2 prix spéciaux ont été attribués pour des bâtiments candidats inscrits dans l'une des 3 catégories précédentes. Le Grand Prix, si un projet démontre une approche intégrée, multi-aléas ou multi-performance remarquable, combinant à la fois des risques naturels et climatiques, des risques divers et des dimensions environnementales durables, notamment l'impact carbone, la prise en compte de la biodiversité, du confort ou de la santé des habitants et l'innovation sociale.
Enfin, le dernier prix, le prix de l'innovation, pour récompenser une solution de conception innovante et performante, ayant une approche exemplaire dans la prise en compte des aléas naturels et climatiques dans leur conception. Alors, le jury que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider se compose de 9 experts disposant de compétences variées et complémentaires. Laurent Arnaud, responsable du département bâtiment durable au CEREMA, Bernard Bailleul, membre du comité construction de la Fédération française de l'assurance, Jean-Frédéric Bailly, directeur des études et de la recherche au CERCAL, Stéphanie Bidot, directrice du Centre européen de prévention du risque inondation, Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction, Loïs Moulas, directeur de l'Observatoire de l'immobilier durable, et enfin Sybille Muller, chef de bureau des risques d'inondation et littoraux, sous la direction de la connaissance et des aléas et de la prévention au ministère de la Transition écologique et solidaire, et enfin le dernier, Éric Petitpas, conseiller de la mission risque naturel, avec qui ce prix est organisé. Alors, les projets soumis couvrent l'ensemble du territoire, 5 projets pour l'Île-de-France, 5 projets aussi pour la Nouvelle-Aquitaine, 3 projets en Auvergne, Rhône-Alpes, 2 en Centre-Val-de-Loire et un projet pour chacune des autres régions, Occitanie, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Hauts-de-France, Pays de Loire et Grand Est. Et 3 projets nous venaient d'outre-mer, dont 2 à La Réunion et 1 à Mayotte. Alors, en revanche, les projets sont inégalement répartis dans les 3 catégories, avec une très forte participation des bâtiments tertiaires. Nous avons 17 bâtiments tertiaires, seulement 4 maisons individuelles et 2 logements collectifs. Alors, sur le plan qualitatif, quelles sont les considérations du jury? La majorité des projets présentent des efforts notables sur l'aspect confort d'hiver, confort d'été, avec des démarches plutôt résilientes par rapport au risque canicule. En revanche, la couverture d'autres risques n'est pas toujours envisagée à la même hauteur. L'échantillon des projets prend tout de même en compte une diversité de risques avec des solutions innovantes liées au séisme ou aux phénomènes climatiques extrêmes, aux cyclones, aux inondations, au retrait, au gonflement des sols, qu'on appelle la sécheresse géotechnique. Alors, pour une première session, ces trophées ont tenu leurs promesses, mais elle permet de formuler quelques attentes et recommandations pour la prochaine édition. D'abord, sur la nécessité de développer des approches face au changement climatique intégrant les 2 volets, atténuation et adaptation. Et enfin, de mobiliser plus de candidats dans la catégorie habitat, notamment pour l'habitat collectif. Nous allons pouvoir maintenant remettre les prix et détailler les solutions adoptées. Je vous rappelle que l'originalité de ce partenariat Mission des risques naturels et Construction 21, c'est que les trophées ne s'achèvent pas aujourd'hui. Toutes les études de cas restent disponibles à tout moment sur Construction 21, qui va en assurer la promotion. Je vous remercie de votre attention. Un peu de son. Donc, merci à Christian Ambrodag. Je pense que sa baie vitrée est très bien isolée. Vous avez vu, il y avait pas mal de vent. Donc c'est plutôt pas mal. Je ferai bien un diagnostic de performance énergétique de sa maison qui a l'air extrêmement sympathique. J'en profite simplement pour, en termes de modération, Marie, vous êtes en ligne et vous nous posez une question. Les minutes de l'innovation sont une bonne idée. Vous l'avez dit, Président Lacoste, tout à l'heure. Les minutes de l'innovation sont une bonne idée. Où est-ce qu'on pourra les retrouver? Sur le site de la MRN. Je rappelle, www.mrn.asso.fr. Ce sera bien évidemment télémoin, excellente idée. Je rappelle aussi un petit mot, et c'est sympa de nous encourager. Paul, qui vous nous écrivez, associer les entreprises de construction et les assureurs sur ce type d'événement est important. Il faut l'encourager et y penser pour l'avenir. Ça, c'est de nature à nous faire évoluer dans la réflexion. Et merci encore de nous suivre. Voilà, je vous cite quelques éléments. On va continuer maintenant avec effectivement la remise des trophées. J'ai le plaisir d'accueillir sur le pupitre maintenant Christophe Delcan. Merci d'être avec nous, Christophe Delcan. Je rappelle que vous êtes maintenant directeur adjoint des assurances de dommages à la Fédération française de l'assurance, que vous avez intégré fin 2012. Vous avez la parole. 400 millions d'euros de 1989 à 2016, 900 millions d'euros de 2017 à 2019. Tel est le coût de la non-résilience du bâti face au risque sécheresse en France. Des mesures simples et adaptées peuvent être prises pour lutter, pour atténuer ce coût. Et j'ai l'honneur de vous présenter justement les lauréats qui ont répondu à l'appel à candidature, à l'appel à concourir pour illustrer cette prise en compte des mesures
de résilience dans le bâti. 4 catégories, l'habitat collectif, l'habitat individuel, le tertiaire et industriel, et une spéciale innovation. Alors malheureusement, les lauréats ne sont pas présents dans cette salle. J'espère que dans un an, on pourra les retrouver à la Sorbonne. Mais pour certains d'entre eux, ils pourront illustrer leur réalisation par de courtes vidéos qui vous seront présentées. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes, et notamment pour la première, donc pour le prix Habitat Collectif. Alors pour ce prix, il n'y a pas eu de premier prix, comme vous l'indiquait le président du jury. Il y a eu de nombreux projets qui ont été présentés et qui ont illustré surtout le confort d'été, la résilience du bâti face à l'augmentation de la température. Alors même si c'est un objectif important, il n'entrait pas dans la totalité des cases à cocher, je dirais, pour répondre à ce lauréat. Et donc, il n'y a pas de premier prix qui ont été remis. Par contre, il y a une mention spéciale, et je vous incite à aller sur le site de cet immeuble, une mention spéciale à la construction d'un immeuble au 37 rue Miret à Paris, dans le 18e, qui est piloté par la Régie immobilière de la ville de Paris pour construire des logements sociaux. Et ce projet illustre certaines innovations techniques, tant en termes de matériaux utilisés avec du béton de chanvre, qu'en matière de structure avec un système constructif léger. En effet, dans cet arrondissement de Paris, il y a de nombreuses cavités et des poches de gypse qui fait que pour construire dessus, il faut une certaine légèreté du bâti. Et c'est pour ça qu'il a été mentionné en prix spécial et non pas en premier prix. La deuxième catégorie pour laquelle nous avons un premier prix est l'habitat individuel. Alors, avant le premier prix, effectivement, les membres du jury ont souhaité reconnaître également par une mention spéciale une construction à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, en proche banlieue parisienne. Et ce projet a retenu toute l'attention du jury pour sa façon d'intégrer les enjeux d'aménagement du territoire face au risque d'inondation dès sa conception, en zone de forte densification, avec une très faible, comme vous le voyez sur cette photo, une très faible emprise au sol. Une conservation de la perméabilité au sol, une adaptation des matériaux, un soubassement en béton spécifique et vide d'équipements techniques ont convaincu les jurys d'honorer ce projet par une mention spéciale. Sur cette catégorie, un premier prix, si vous pouvez le passer, voilà, les maisons Moastel à Joncheray-sur-Vesle, dans la Marne. Et pourquoi ce projet a retenu toute l'attention et a eu ce premier prix? 3 critères principaux ont retenu l'attention du jury. Donc, tout d'abord, les jurys ont noté la volonté du maître d'ouvrage de répondre à différents aléas auxquels le bâti est exposé: sécheresse, cavité, effet du vent et risque d'inondation, par un système constructif ad hoc en structure métallique fondée sur des pieux vissés. Le jury a également récompensé le système constructif utilisé, qui permet également de répondre à une exposition en zone sismique et cyclonique. Enfin, le système, et c'est très important, est facilement industriable, recopiable, donnant la possibilité de réaliser rapidement de grandes séries de ce type de maisons. Et enfin, une raison supplémentaire, c'est qu'il a déjà fait ses preuves, ce qui est peut-être le plus important, puisqu'à la suite d'une forte tempête, un arbre est tombé sur cette maison et la structure a très bien résisté. Il est proposé par Philippe Rigolo d'Avenir Acier. Et d'ailleurs, je reviendrai un peu en arrière parce que j'ai oublié de citer les précédents lauréats. Donc je laisse simplement... il n'y a pas de vidéo sur celle-ci. Il y a une vidéo, vous avez une voilà. vidéo sur Maison Moastil. Et Maison Moastil est proposée par Patrice Cros de Patrice Cros Architecte. Je vous propose qu'on voit la vidéo, si vous voulez bien. Je tenais à remercier les organisateurs de ce trophée du bâtiment résilient. Et moi, je suis très content d'avoir obtenu ce prix avec le projet de ces 2 maisons qu'on a construites sur Joncheray-sur-Vesle. Ça récompense ma façon de construire les maisons. Ça fait 10 ans que je travaille sur ces systèmes constructifs.
J'ai vu dans la newsletter de Construction 21 ce concours sur les bâtiments résilients et je me suis dit que j'avais peut-être une opportunité de proposer mon système constructif. Ce qui m'a plu, c'est que c'était la mission des risques naturels qui organisait ce concours et la Fédération française des assureurs. J'ai pensé que leur expertise pouvait tout à fait être pertinente sur mon système constructif. Je voulais avoir un avis extérieur. Les maisons OASTIL sont des maisons à structure métallique. On avait une problématique de sol sur ces deux terrains-là. Ce sont des terrains qui sont en bordure de ruisseau, avec de la base et un bon sol qui est à une profondeur de 6 mètres. Donc la technique de pieux métallique était la technique la plus adaptée. Dessus, on a mis un plancher métallique, un bac rempli de béton, une isolation thermique par l'extérieur avec des panneaux isolants, une couverture multicouche avec 200 mm de laine de verre. En fait, ça fait des maisons qui sont en consommation réelle, en basse consommation. On a des maisons qui consomment 200 € de chauffage à l'année, par exemple. C'est une solution préfabriquée en usine. On a juste un assemblage sur chantier, pas d'utilisation d'eau, un minimum de déchets. Ce projet répond évidemment aux contraintes sismiques, mais ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est la tenue au choc, parce que c'est l'une de ces deux maisons-là, sur laquelle on a fait une extension, a résisté à la chute d'un arbre. C'est un arbre de 30 mètres de la parcelle du voisin qui est tombé sur l'extension. On a pu constater que la charpente était restée complètement intacte. On travaille pour pouvoir développer ce type de maison à une plus grande échelle. On peut industrialiser le système. Nous, on rêve de construire une usine 4.0 où on pourra numériser toutes nos structures, introduire de la digitalisation depuis la prise de commande jusqu'à la réalisation sur chantier. Si on pousse la digitalisation de systèmes constructifs, tout en ayant une usine de production pour faire des maisons en série, on pourra facilement les personnaliser en fonction de chaque demande de chaque client. On va mettre un peu de son. Merci, c'est formidable. Je trouve ça formidable. On a une structure métallique qui est très intéressante. Et je voudrais juste ajouter, puisque je connais très bien ce dossier, c'est que toute l'intégration a été faite sur le BIM, en Building Information Model, ainsi que le BOSS, qui est la nouvelle technologie qui déroule à partir du BIM, c'est-à-dire le BOSS, Building Operating System, qui est extraordinaire parce qu'elle élimine tous les déchets de la construction, elle favorise une mobilité réduite pour tout ce qui est utilisation des remblais, et la numérisation en fait, des éléments constructifs du bâti, là en l'occurrence des maisons individuelles, réduit par 10, dites-vous bien par 10, le volume de logistique d'arriver sur chantier. Donc c'est pas du tout neutre. Félicitations, je suis vraiment ravi. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur les PowerPoint, sur la rue Mira, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revenir sur la rue Mira? Voilà. Oui, voilà, Christophe. Parce que j'ai bien cité l'adresse, mais je voudrais quand même revenir sur le lauréat qui est Richard F. Thomas, LM ingénieur. Je ne l'avais pas cité, c'est un oubli de ma part, donc je voulais revenir pour préciser Richard F. Thomas. Justice a été rendue. Exactement. Merci. Nous enchaînons, si vous voulez bien, Christophe. Avec le prix tertiaire et industriel. Voilà, l'Écocampus Provence à Sainte-Tulle, près de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Vous aurez également une vidéo et les membres du jury soulignent par ce premier prix l'effort remarquable réalisé pour la construction d'un groupe scolaire en matière de résilience face au séisme et à la canicule. Un système de ventilation naturelle, une conception bioclimatique avec une rue intérieure et une ossature bois parasismique sont les principales qualités, au-delà de la qualité esthétique que vous verrez de ce projet, qui ont reçu les faveurs du jury. Magnifique. Le dossier a été élaboré par Elisabeth Le Tessier Coriol, architecture et urbanisme. On va lancer la vidéo. Nous sommes très honorés de recevoir le premier prix bâtiment tertiaire et industriel pour le projet de l'Écocampus Provence à Sainte-Tulle, dans les Alpes de Haute-Provence, et nous remercions vivement le jury.
La réalisation de ce centre de formation et d'apprentissage en énergie nouvelle et renouvelable a été le fruit d'un travail collectif regroupant tous les acteurs de la construction et plus particulièrement l'association de 2 agences d'architecture, l'une locale installée à Fort-Calquier, R+4 Christiane Mars et Bernard Brault, l'autre installée à Marseille, le TC Coriol. Nous avons candidaté sur le trophée bâtiment résilient parce qu'il nous semblait que l'Ecocampus Provence correspondait parfaitement aux critères définis. L'Ecocampus est bien un bâtiment durable puisqu'il est certifié bâtiment durable méditerranéen niveau or, et d'autre part, il a été conçu de manière résiliente pour faire face à un aléa naturel majeur, en l'occurrence une sismicité forte. L'opération se situe à proximité de la vallée de la Durance, qui est caractérisée par donc cette activité sismique régulière. Le projet a été conçu entièrement en bois, en structure bois, notamment pour des raisons de performance thermique que nous recherchions, mais également pour être en cohérence avec les autres matériaux biosourcés proposés dans le dossier, en l'occurrence par exemple la laine de chanvre pour l'isolation. Nous avons tenu compte de la forte contrainte sismique en simplifiant le volume bâti, en le décomposant de façon à permettre un compartimentage en blocs autonomes. En l'occurrence, il y a 10 blocs au total qui sont séparés par les joints sismiques. Plusieurs systèmes constructifs ont ainsi été utilisés. Donc nous avons par exemple des triangulations métalliques qui ont été intégrées au sein des structures bois. Par exemple, pour la zone d'enseignement à rez-de-chaussée, les murs à ossature bois ont été renforcés. De même pour la rue intérieure aux parois largement vitrées, des contreventements par câbles métalliques sont intégrés. Nous avons souhaité que le bâtiment participe à la pédagogie dispensée pour permettre aux apprenants de tester en grandeur nature des dispositifs liés aux énergies nouvelles et renouvelables, tels que ventilation naturelle, végétation et brumisation, localisation de la chaufferie bois sur la plateforme extérieure d'apprentissage, la mise en avant de l'énergie solaire aussi, avec production photovoltaïque sur les verrières. Nous n'avons pas défini sur ce projet finalement une solution unique, réplicable, mais nous avons compris qu'il fallait adapter le projet structurel au projet architectural et que pour construire un projet de construction bois résistant au séisme, tous les acteurs de la construction, dès le départ et pendant toute la durée de l'opération, devaient travailler ensemble et échanger plus que d'habitude encore. Formidable. Moi, je trouve ça formidable. Et contrairement aux idées reçues, les structures en ossature bois, non seulement ça se construit plus vite, mais ça a un impact évident sur la capture du carbone, puisque comme vous savez, l'emprise carbone est beaucoup plus favorable avec le bois et la durabilité est bien plus élevée que le principe béton classique. Encore une fois, il faut aussi changer les paradigmes de pensée dans la construction. Justement, ces paradigmes de pensée vont être reconnus dans la dernière catégorie, spéciale innovation, avec 2 lauréats. Le premier, une mention spéciale à Batiflo à Pau. C'est un immeuble du bureau. Alors malheureusement, nous n'avons pas de vidéo, mais c'est un immeuble de bureau qui est cher, je pense, aux représentants de la DGPR et qui récompense un vrai besoin en termes de construction des bâtiments qui, en accord avec les plans de prévention des risques d'inondation, sont construits en zone inondable. Il s'agit d'une construction amphibie construite sur un socle flottant avec un système de voirie également flottant. C'est également, et c'est aussi à chaque fois une volonté du jury, de reconnaître les lauréats pour lesquels les bâtiments peuvent être reproduits de manière industrielle afin de pouvoir effectivement les dupliquer facilement. Et ce lauréat est Frédéric de Cherance de Batiflo. Et enfin, le grand prix, ou plutôt le premier prix, pardon, dans cette catégorie, c'est également un projet qui nous est cher à la MRN, à la FFA. C'est le projet MAC, à Mer dans le Loir-et-Cher. MAC, pour les initiés, veut dire maison confortée par humidification. Ce projet concerne la mise en place de mesures de prévention innovantes pour faire face à l'aléa retrait-gonflement des argiles que j'ai cité en introduction de mes propos. Il s'agit d'un système d'humidification des sols en période de stress hydrique par récupération des eaux de pluie.
Et selon les jurés, cette solution permettrait de consolider des milliers, des centaines de milliers de constructions qui sont actuellement sur des zones d'argile forte, et d'autant plus facilement que le dispositif, toujours conçu en kit, peut être facilement reproductible. Je laisserai le soin à la vidéo de vous présenter de manière plus détaillée ce projet. Bonjour, pour cette première édition des Trophées Bâtiments Résilients, au nom du CEREMA et de nos partenaires, j'adresse mes sincères remerciements au président et aux membres du jury pour avoir attribué le prix spécial de l'innovation au projet MAC Maison Confortée par Humidification. Je suis très honoré de recevoir ce prix et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des organisateurs d'avoir œuvré pour la réussite de ce concours. Ce concours est une excellente opportunité pour valoriser notre projet MAC et notre implication avec les acteurs socio-économiques pour s'orienter davantage vers des bâtiments durables et résilients. Le CEREMA expérimente à l'échelle 1, depuis fin 2016, une solution innovante et écologique pour limiter les vulnérabilités des maisons individuelles exposées à la sécheresse. Le principe de MAC consiste à réhumidifier le sol de fondation pendant la période de sécheresse avec les eaux de pluie préalablement récupérées et stockées. L'objectif est de stabiliser les fissures existantes dans la structure et empêcher l'amorce de nouvelles fissures. En 2019, la sécheresse est classée premier risque naturel en France en termes de coût des dommages engendrés. Le phénomène du retrait-gonflement des sols argileux est accentué par les effets du changement climatique, ce qui augmente davantage les vulnérabilités du bâti construit sur ces sols. On estime en France à 4,3 millions de maisons individuelles très vulnérables, construites dans des zones en aléa retrait-gonflement fort ou moyen, d'où l'intérêt de notre solution MAC. À ce stade, la mise en place de l'expérimentation est évaluée à 15 000 € hors taxe. Nous travaillons actuellement avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes, dont les assureurs, les experts et les professionnels de la construction, afin d'étendre l'application de la solution MAC et de poursuivre le développement pour aboutir in fine à une solution résiliente, MAC+, économiquement accessible aux habitants des territoires sinistrés, à la fois pour ceux qui seraient indemnisés par le dispositif CatNat, mais aussi pour ceux qui ne le seraient pas. Formidable, c'est vraiment... là, on pourrait dire, mon cher Christophe, que la France a vraiment un incroyable talent. Et j'espère retrouver ce projet l'an prochain avec cette fois-ci MAC+. Absolument. À l'an prochain, merci. Merci beaucoup Christophe Delcamp. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que vous êtes directeur adjoint des assurances de dommages à la Fédération française de l'assurance depuis fin 2012. Merci encore. Tout à l'heure, je vous ai parlé, les amis, vous m'avez posé aussi la question, mais c'est logique, du Building Information Model et du Building Operation System. Qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez faire simple, c'est un jumeau numérique du bâtiment. Quel est l'intérêt d'avoir un jumeau numérique du bâtiment ? C'est un pilotage avant construction et c'est l'ADN, c'est la carte vitale du bâtiment pendant toute sa durée de vie et de son exploitation. Puisqu'on a remarqué que dans le bâti ancien, les problématiques liées à la rénovation énergétique, et le bâti ancien, c'est le chantier du siècle, véritablement, ces outils permettent non seulement d'implémenter des nouvelles disciplines, même si parfois certains ont une vision schumpeterienne du système, sachez une chose de toute façon, que l'enjeu de toute façon, il est irréversible, il est enclenché, et c'est une politique forte, car dans le plan de relance de 100 milliards d'euros, juste la rénovation énergétique, c'est plus de 20 milliards d'euros affectés, et ça, il faut le dire. Je voulais simplement aussi faire référence, par exemple, à MaPrimeRénov', qui est un outil extraordinaire avec le site internet faire.fr. Je pense que vous connaissez bien le sujet. Merci en tout cas. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laure Tourjanski. Je vais vous demander de venir au pupitre. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes chef de service risques naturels et hydrauliques à la Direction générale de la prévention des risques au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole. Je vous remercie et je remercie également la MRN
Je te souhaite un bon anniversaire et que je remercie pour cette initiative, cette séquence consacrée à la réduction de la vulnérabilité qui va se prolonger chaque mois, ça a été dit, et puis de nous avoir associés à ce jury. Quelques mots avant d'en venir au Grand Prix, ce qui augmente le suspense. Voilà, qui augmente le suspense, surtout pour les lauréats, vous voyez. Absolument, mais c'est toujours comme ça qu'on fait dans les remises de prix. La présidente de la FFA rappelait à juste titre que le coût moyen annuel des dommages a beaucoup augmenté. Elle parlait d'une multiplication par 3, ce qui est impressionnant. Elle nous a rappelé que ça allait continuer. Ce qu'on constate au fil des années, c'est que cette politique de prévention des risques naturels qui a pu être conçue comme une contrainte est de mieux en mieux comprise comme une adaptation au changement climatique. Et en l'écoutant, je me disais on pourrait faire un retour en arrière sur quelle aurait été cette augmentation sans toutes les actions qui ont déjà été menées. En évaluation, on fait au fil de l'eau. Et c'est aussi une occasion de saluer l'engagement, y compris des élus locaux qui travaillent sur ce secteur, des architectes qui ont des idées, qui nous amènent. Finalement, notre pierre angulaire, c'est 96, avec la mise en place des plans de prévention des risques naturels qu'elle a rappelé. Il y en a 12 000 maintenant en France. Et puis la mobilisation pour accompagner toutes ces politiques du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Rien que sur les plans d'action de prévention des inondations, il y a 800 millions d'euros qui sont mobilisés par les élus locaux. Et nous avons des engagements sur le fait que les moyens pour accompagner cette politique sont non seulement confortés, mais vont augmenter. Alors, ce prix, il est placé sous l'angle de la réduction de la vulnérabilité. Il participe de ce fait à un autre de nos travaux communs qui est la culture du risque. Nous savons que pour améliorer la résilience, il faut travailler sur tous ces axes. Il a été rappelé le besoin de la connaissance de l'aléa. Je pense que dans les travaux que nous avons menés avec la MRN, un travail sur ce retrait-gonflement des argiles qui a été cité plusieurs fois fait que nous avons pu apporter de l'aléa, la MRN de la sinistralité, et c'est bien ce croisement sur les données de connaissance qui permet d'avancer. Concernant la culture du risque, nous avons pu faire le 13 octobre une grande journée consacrée à la prévention des inondations, un peu sous tous ses angles. Et la date anniversaire de la MRN fait qu'on est dans cette séquence où on va parler de prévention des risques naturels, chacun à son tour, à différents acteurs, dont les assureurs, dont les architectes. Et je pense que c'est important qu'on ait ces séquences pour parler de ce sujet. Nous travaillons aussi sur une campagne de prévention que vous connaissez bien, également relayée par la FFA et la MRN. Et là aussi, c'est important qu'on ait ces relais. Et puis, la réduction de la vulnérabilité, elle se fait à toutes les échelles. Nous avions nous-mêmes lancé un grand prix qu'on appelle AMITER, là aussi en association réciproque, si je peux dire. Et puis, aujourd'hui, nous sommes à l'échelle de la construction. Alors, parfois, bien construire, c'est la seule façon de se protéger d'un risque naturel. C'est le cas, par exemple, pour le séisme, et dans ce cas, on a une réglementation. Dans d'autres cas, on va être sur un panel d'actions, et c'est bien dans ces fameux PPR qu'on va mettre les conditions de construction ou de mise aux normes d'amélioration de l'existant pour être plus résilient. Et il y a un sujet qui nous tient à court, vous le rappelez, on en a parlé il y a quelques mois déjà, c'est le fameux Build Back Better, sur lequel je profite de l'occasion pour le dire aussi ou le rappeler. Nous avons lancé, dans le cadre du comité d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs, un groupe de travail avec la MRN, avec l'AQC, avec nos autres partenaires, pour voir comment on peut, après une catastrophe naturelle, qui est le moment où les gens sont le plus confrontés à ce sujet de résilience, malheureusement, les aider à reconstruire mieux, le cas échéant, en allant un cran plus loin dans l'apport qu'on va pouvoir leur faire si c'est nécessaire. Voilà tout le panel d'actions qu'on peut avoir dit très rapidement et qui est engagé et poursuivi dans la durée. Et puis, il reste, et ce n'est pas le moins important, cette question de l'exemplarité. Pour ceux qui veulent reconstruire mieux, il y a la règle, il y a les PPR, mais il y a aussi la curiosité de trouver les bonnes solutions. Et c'est ça que nous apportent ces grands prix. Et donc, à ce titre, et j'y viens, je suis très heureuse d'attribuer le Grand Prix au Collège Bouhéni de Mayotte. Je crois que le jury s'est prononcé à l'unanimité sur ce projet, qui retrouve un certain nombre de qualités d'autres de lauréats, mais certainement plus marquées, au sens où il est multirisque et particulièrement bien inséré dans son contexte environnemental, urbain et même social. Je l'ai compris comme un projet extrêmement complet, exemplaire, et qui mérite un grand prix. Et il a été proposé par Antoine Perrault de Lab Réunion. Et donc, je laisse la place à la présentation qui sera plus illustrative que mes propos. On va lancer la vidéo.
Je tenais à remercier le jury qui nous a accordé le trophée du bâtiment résilient, mais aussi le maître d'ouvrage qui a su nous suivre dans nos démarches sur la conception de ce bâtiment, et également toute l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a accompagné pendant près de 5 ans les études et la réalisation de ce projet, et bien évidemment les entreprises sans qui ce bâtiment n'aurait pas pu être construit. Nous avons souhaité candidater à ce trophée car ça fait de nombreuses années que nous réfléchissons et nous travaillons sur la construction de bâtiments résilients dans une démarche de bâtiments bioclimatiques qui répondent à toutes les contraintes cycloniques, pluviométriques et parasismiques qui sont propres à nos territoires, pour également essayer de minimiser l'impact de nos constructions par rapport au réchauffement climatique. Nous avons fait un choix un peu osé pour Mayotte de construire un bâtiment en filière sèche en choisissant de faire l'ensemble de la construction en acier pour d'une part minimiser l'impact carbone du bâtiment mais également construire plus rapidement. En construisant en acier, on construit des bâtiments légers, ce qui nous permettait de réduire le volume de béton dans les fondations. Ça nous a permis de répondre avec peu de matière aux contraintes parasismiques qui sont très fortes à Mayotte. Afin d'être résilient, nous avons cherché avant tout à être frugal en énergie, en réduisant au maximum l'usage de la climatisation et en maximisant les espaces fonctionnant uniquement en ventilation naturelle. Frugalité également technique, en essayant d'être le plus low-tech possible et ainsi réduire les opérations d'entretien maintenance future et de maximiser la durabilité du bâtiment. S'implanter au mieux par rapport au terrain naturel pour minimiser les travaux de terrassement, minimiser les mouvements de terre et ainsi protéger au mieux les sols. Nous avons également attaché une grande importance au développement des espaces verts et au développement de la biodiversité aux abords même du collège. Et nous avons également attaché une grande importance au traitement des eaux pluviales. Les principes que nous avons développés au travers de cette construction sont réplicables puisque nous l'avons déjà fait. Nous sommes actuellement en train de construire un collège à La Réunion qui reprend les mêmes principes de structure. Nous avons également développé les mêmes principes de ventilation naturelle et de fonctionnement bioclimatique. Donc sous ces mêmes climats, tous ces principes frugaux sont réplicables. Merci, formidable initiative. Je voudrais juste rappeler que parfois on a tendance à considérer les territoires ultramarins comme étant un peu la 5e roue du carrosse sur la construction et le bâti, notamment Mayotte, qui a été intégré maintenant dans nos départements en France. Il faut juste rappeler que si ça n'avait pas été le cas, ce projet n'aurait pas pu voir le jour, puisqu'effectivement c'est le fruit aussi d'un partenariat subtil et très proactif entre le public et le privé. Et je crois que ça aussi, c'est un changement de régime dans notre pays depuis une dizaine d'années. C'est une alliance publique-privée qui favorise effectivement l'émergence de ce qu'on pourrait appeler plus largement la fabrique de la ville et donc l'intérêt effectivement de ces formidables initiatives. Ce que je pourrais peut-être déplorer, moi en tant que journaliste, c'est que effectivement, j'espère que le deuxième prix, la deuxième édition des trophées verra plus d'habitat collectif, puisque le résidentiel, c'est vraiment l'enjeu majeur du dispositif. J'incite effectivement l'ensemble de nos partenaires sur toutes nos radios, et on fera un papier là-dessus, de candidater, de venir postuler, bien évidemment, et de proposer ces prix formidables. En tout cas, on s'en fera l'écho. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sarah Gérin, que j'invite à nous rejoindre sur le pupitre. Sarah Gérin-Chassant, vous êtes directrice de la mission des risques naturels. Et ce qui est très intéressant, c'est la formation adaptée que vous avez pour diriger cette formidable initiative. Je rappelle que vous êtes ingénieur et docteur en géographie et que vous pilotez la MRN. Et merci en tout cas. Et vous avez le mot de la conclusion. Je dirais peut-être juste un mot à nos auditeurs. Je voulais juste, si vous permettez, Sarah, répondre à M. Rollini, qui est assureur, qui nous a écrit, où il dit effectivement le rôle d'un assureur, c'est de remettre en l'état les biens dont il a la charge dans un principe indemnitaire. Donc comment faire coexister la possibilité de restituer le bien dans sa valeur d'origine,
je ne vais pas utiliser les terminologies d'assurance pour le grand public. Écoutez, c'est aussi un bouleversement anthropologique que nous vivons. Et je pense qu'aussi les assureurs ont bien compris que l'adaptation aux nouveaux usages aussi va permettre de réfléchir différemment. C'est clair, ça va passer peut-être par une augmentation des coûts, pour être extrêmement clair. Construire mieux, construire bien, c'est peut-être aussi une proposition de valeur différente. En tout cas, proposer à un public une construction nouvelle, adaptée aux nouvelles normes, ce n'est pas forcément une contrainte et une dépense, mais c'est aussi un investissement. Et finalement, pourquoi ne pas parler de gestion ou de valorisation de son actif avec ce qu'on appelle la green value, qui n'est pas une mauvaise chose. Je sais que c'est compliqué, mais c'est un des chantiers que vous avez, vous, assureurs, à faire dans les années qui viennent. Vous avez la parole, Sarah. Merci et bonjour à tous. C'est avec plaisir que je conclus le premier temps de ces 20 ans. Et je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements aux équipes de la FFA et de la MRN pour l'organisation de cet événement. Elles ont dû, comme nous le faisons tous depuis plusieurs mois maintenant, dû composer avec les conditions sanitaires. Et je crois qu'elles ont réussi à nous proposer une conférence en ligne de qualité à la hauteur des 20 ans de notre association. Je voudrais également remercier l'ensemble des intervenants, Florence Lutzmann, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir cette manifestation et qui a rappelé le rôle précurseur et novateur de la MRN, Pierre Lacoste, qui a souligné notre engagement en faveur d'une meilleure construction et reconstruction des bâtiments exposés aux risques naturels, Christian Brodag, qui a assuré la présidence du jury des trophées bâtiments résilients. Et concernant ces trophées, j'en profite également pour remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble des membres du jury et bien sûr les lauréats qui démontrent qu'il est possible de construire et de concevoir des bâtiments résilients. Et nous espérons que ce qui est primé aujourd'hui sera la norme demain. Je remercie également Christophe Delcamp, qui suit et soutient les actions de la MRN et qui a répondu une nouvelle fois présent en remettant les prix des trophées bâtiments résilients, et Laure Turjanski, qui nous a fait l'honneur de remettre le Grand Prix et qui a rappelé l'importance des actions de prévention et en particulier des actions partenariales comme celles menées entre la DGPR et la MRN. L'ensemble de ces interventions ont, à mon sens, rappelé, s'il en était besoin, l'urgence d'agir face aux risques naturels et la nécessité de continuer à innover. Et c'est le défi que la MRN va relever ces prochaines années. L'innovation restera au cœur des actions de la MRN. Cela se traduira par une nouvelle thèse CIFRE sur l'analyse de la résilience du bâti, avec pour objectif principal le développement d'une approche opérationnelle de la notion de résilience, notamment à travers l'élaboration d'un diagnostic de performance de résilience. Aujourd'hui, nous connaissons tous le diagnostic de performance énergétique. La MRN souhaite que demain, un diagnostic équivalent soit disponible pour mesurer la performance de résilience d'un bâtiment face aux aléas naturels auxquels il est exposé. Ce sont des travaux que nous avons déjà initiés dans le cadre des trophées et dans le cadre d'un partenariat avec CDC Habitat. Il s'agit pour nous, dans le cadre de cette thèse, de les développer et de les industrialiser. L'innovation à la MRN se fera aussi dans le cadre de la poursuite de nos partenariats opérationnels, avec une nouvelle édition des trophées en 2022 et un travail que nous proposerons de conduire sur le ruissellement. En effet, les inondations par ruissellement sont aujourd'hui peu cartographiées, avec plus de 50% des sinistres inondations qui sont localisés en dehors de toute cartographie. Enfin, la MRN continuera à identifier, promouvoir et soutenir les actions innovantes de prévention de ses partenaires, qui permettent d'optimiser les coûts de réparation et d'améliorer la résilience des biens face aux aléas CatNat et climatiques. Au travers de ces innovations et de l'ensemble des projets phares de la MRN, c'est la profession et les sociétés d'assurance qui se mobilisent et qui contribuent à une meilleure gestion des risques naturels. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier d'avoir suivi cette conférence en ligne et à formuler le vœu, pour les 20 ans de la MRN que nous célébrons aujourd'hui, de vous retrouver régulièrement autour d'actions innovantes, opérationnelles, pour contribuer à notre objectif commun d'amélioration de la connaissance des risques naturels et de leur prévention. Merci beaucoup, Sarah. Gérin Chassan, je rappelle que vous êtes directrice de la MRN. Je voulais juste rappeler, chers amis, que vous avez
effectivement, chaque mois, on peut rappeler ça des keynotes, en tout cas des rendez-vous innovation. Chaque mois, ça commence le 10 novembre et ça va se prolonger jusqu'au 10 novembre 2021 avec une vidéo de synthèse, avec une grande table ronde que vous aurez l'année prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast, ce vidéocast plus exactement, et poser toutes vos questions. On a essayé de prendre quelques questions comme ça à la volée. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci. Toutes ces questions nous concernent. Moi qui viens beaucoup de l'immobilier, de l'industrie immobilière et de la fabrique de la ville, ce que je peux vous dire, c'est l'interdépendance qui a mis en relief les difficultés auxquelles nous devons faire face sur l'artificialisation des sols, par exemple, la mission des promoteurs, des aménageurs privés comme publics, des assureurs, avant et après. C'est une affaire qui nous concerne tous, puisque le principe d'urbanité, si je reprends les mots de Thomas More, il l'écrivait déjà au XVIe siècle, concerne tous, puisque c'est une cohésion sociale qui est voulue pour tous. Et donc je pense que le trophée des bâtiments résilients s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Il me reste à vous remercier, Florence Lussmann, notre hôte qui nous a accueillis, présidente de la Fédération française de l'assurance. Merci à Christophe Delcan de nous avoir aussi éclairé de sa science, du président Pierre Lacoste de la MRN. Merci à Laure Tourjanski. Merci à vous, Sarah Gérin-Chassant. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à vous, les techniciens vous êtes derrière, qu'on vous voit peu. C'est important. Merci, puisque rien n'aurait été possible sans vous. Une mention aussi à Lydia Gabor, qui a œuvré, travaillé, été patient avec moi aussi, surtout. C'était pas évident. En tout cas, on est ravis. Vous retrouverez éventuellement toutes ces informations, mesdames et messieurs, sur les sites de Bâti Radio, de Radio Imo et de Radio Territoria. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et restez solidaires.